Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette session autour des bases de données relationnelles. Donc, je suis Abbas Safwatou et nous allons aujourd'hui parler des bases de données enfin, pas relationnelles, non, mais de toutes les bases de données, pardon, sur AWS. Mais commençons d'abord par, oui, j'ai oublié de me présenter, donc je suis Solution Architect, donc je travaille chez AWS sur tout ce qui est small et medium business, donc toutes les entreprises qui sont sous le CAC 40. Mais commençons par un tout petit peu d'histoire. Les premières bases de données ont été créées dans les fins des années 70 et pendant les années 80. Ce sont des bases de données relationnelles, principalement. Donc on va reconnaître DB2, Oracle, SQL Server. Ensuite, dans les années 90 et jusqu'à 2000, on retrouve aussi des bases de données relationnelles, mais ce coup-ci open source. Donc enfin, on voit l'émergence de l'open source. Et enfin, à partir des années 2010, on voit une explosion du nombre de bases de données et surtout de types de bases de données qui sont, elles, très différentes. Et ça ne vous échappera pas que ces bases de données correspondent aussi, enfin, cette multiplication des usages correspond aussi à l'avènement du cloud sur AWS, entre autres. Et donc, du coup, on voit qu'il y a des usages qui sont, eux, très différents. L'explosion des bases de données correspond finalement à une explosion des usages des utilisateurs. Aujourd'hui, les utilisateurs sont habitués à avoir des applications de dating, donc de rencontres, ou encore de pouvoir louer des véhicules via une application, ou de pouvoir surfer et regarder tout le service d'assurance ou financier au travers d'un applicatif. Ce qui a obligé finalement les développeurs à avoir une réflexion différente sur l'utilisation des bases de données sous-jacentes. En effet, les utilisateurs maintenant sont mondiaux, donc les développeurs vont pouvoir faire des applications qui peuvent gérer plusieurs millions d'utilisateurs, de ne plus être limités sur la capacité de stockage, et donc on parle maintenant de stockage en péta, pardon, en exadata, pourquoi pas. Ils sont répartis partout dans le monde et ils veulent la meilleure latence possible avec la meilleure performance associée. Et naturellement, avec les usages explosants, on a naturellement les applications web et les applications mobiles, mais aussi d'autres types d'applications dans le domaine financier, de la santé ou encore de l'IoT. Et associé à tous ces usages, on va retrouver finalement une variété d'usages classiques. On a naturellement les bases de données toujours relationnelles qui existent, qui ont toujours leur intérêt, même dans le cloud et toujours aujourd'hui. Déjà d'un point de vue legacy, donc dans cette capacité finalement de récupérer des développements qui ont déjà pu être faits, mais aussi par rapport à la structure de schéma d'une base de données relationnelle et donc le fait d'être en mesure de pouvoir continuer d'avoir des applications qui utilisent et qui s'appuient sur ces schémas de données. A contrario, de l'autre côté, on peut aussi avoir besoin de bases de données qui sont sur un ensemble clé-valeur et qui donc vont permettre de couvrir des usages tels que par exemple le panier sur un site web d'e-commerce où du coup on a une clé associée à la valeur qui va être multiple et sur un schéma qui n'est pas fixe. On peut aussi avoir des gestions en documents, donc on est toujours sur un ensemble non structuré, on va parler de bases de données semi-structurées dans lesquelles on va mettre des données à l'intérieur et on va par exemple avoir besoin de gérer le contenu ou de déclarer des contenus et de requêter ces contenus. Mais on peut aussi avoir besoin de gérer des choses et de profiter du côté immuable de la base de données et donc de s'assurer que si une donnée a été mise dans la base, elle ne peut être transformée et on est en mesure d'auditer cela. Et donc les bases Ledger trouvent du coup tout leur intérêt. Et si je prends par exemple l'exemple de l'IoT, les bases de données time series, elles ont tout leur intérêt puisque du coup on va avoir besoin de pouvoir stocker des données mais dans le temps et d'être en mesure comme ça d'avoir comme variable le temps et à côté une valeur associée. Et enfin des bases de données graphes qui aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux prend tout son essor et on s'aperçoit que même indépendamment des réseaux sociaux, définir des relations entre des items ou entre des objets devient de plus important. Et associé à tous ces usages, et donc du coup finalement toutes ces bases de données, AWS va vous proposer un ensemble de bases de données diverses et variées. Un ensemble finalement de
solutions qui vont vous permettre de choisir et de facilement trouver le bon outil au bon moment. Donc ici, ce que l'on dit, c'est qu'il n'y a pas de one size fit all, donc en bon français, il n'y a pas de costume à taille unique, mais finalement le bon outil au bon moment. Trouver la bonne solution au moment où vous en avez réellement besoin et être en mesure de pouvoir sauter d'une solution à l'autre. On peut donc imaginer des applications qui d'un côté vont avoir une base de données, un site web commercial et d'e-commerce va avoir une base de données relationnelle pour gérer les contacts clients, une base de données NoSQL, donc par exemple en mémoire pour stocker très rapidement le panier de la personne, et en même temps une base de données graph pour pouvoir gérer les relations entre les différents utilisateurs et être en mesure de pouvoir remonter des corrélations entre ces différents utilisateurs. Et comme vous pouvez le voir sur AWS, on a tout un ensemble de bases de données et tout un ensemble de choses pour réellement vous aider sur cet aspect-là. Mais rentrons un tout petit peu plus dans le détail. Commençons d'abord par les bases de données relationnelles. Aujourd'hui, alors, souvent cela est vu d'un point de vue, on va dire, legacy, dans cet aspect de vouloir faire une migration entre, d'un côté, ce que vous aviez on-premise ou les anciens réflexes que vous pouviez avoir dans l'utilisation de la base de données, pour pouvoir migrer facilement dans le cloud. Et on reparlera tout à l'heure des outils de migration que l'on peut vous proposer, mais déjà un service de base de données relationnelle, ça va être RDS pour Relational Database Service, qui supporte donc MariaDB, SQL Server, Postgre, MySQL et Oracle. C'est donc l'avantage de RDS, c'est que c'est un service de base de données qui permet à vos DBA, Database Administrator, de se simplifier la vie. En utilisant RDS, vous n'avez plus à administrer des machines directement. Vous dites, voilà le type de machine que je veux, voilà les performances qui m'intéressent, donc que ce soit en termes de stockage ou en termes de CPU. Et derrière, nous nous occupons du reste, à savoir gérer les patchs, faire les montées de version, augmenter la taille de la base si vous le souhaitez. En quelques clics, vous pouvez rendre votre base de données relationnelle hautement disponible dans le cloud en profitant de l'infrastructure AWS et donc des différentes zones de disponibilité. On retrouve du coup dans les bases de données relationnelles le langage SQL, qui est un langage qui est très connu, puisque comme on l'a vu, c'est utilisé depuis les années 70, et donc c'est une requête SQL, c'est quelque chose d'assez commun dans le domaine de l'informatique. C'est un protocole qui est basé sur TCP. En termes de connexion à la base, on va utiliser comme connexion des pilotes de type JDBC ou ODBC, et le type de requête que l'on va faire, ça va être par exemple, si je veux rentrer un nom dans ma table qui va s'appeler table 1, je vais faire insert to table 1 avec des ID associés et la valeur, par exemple, Abbas et sa fois tout. Et si je veux requêter cette base de données toujours en SQL, je vais faire un select colonne 1, colonne 2, colonne 3 from la table 1 where colonne 1 égale 1 et colonne 2 égale 5, par exemple, ou égale 2 dans le cas de mon exemple. Et donc du coup, on peut comme ça gérer aussi des jointures, c'est-à-dire on profite du schéma fixe d'une base de données relationnelle pour assurer l'intégrité des données et s'assurer que lorsque l'on veut accéder à une donnée, il ne soit pas possible de faire tout et n'importe quoi. On est tenu par l'intégrité de la base de données. On est donc sur une logique acide en termes de construction du schéma de la base de données. Et la question que l'on peut se poser, c'est finalement, est-on capable d'innover encore dans le domaine des bases de données relationnelles, puisque comme on l'a vu, elles existent depuis les années 70, et bien la réponse, vous l'avez sous les yeux, c'est Aurora. Aurora, c'est vraiment une base de données relationnelle qui a été pensée pour le cloud et par AWS. C'est une base de données que l'on a développée, qui est 100% compatible avec MySQL et avec Postgre, et en dehors de ça, nous avons tout repensé. Nous avons repensé le stockage, nous avons repensé le compute, nous avons repensé le réseau, pour vous permettre d'avoir une base de données qui du coup est très performante et hautement scalable, puisque en fonction des benches, on peut avoir jusqu'à 5 fois plus de bandes passantes sur MySQL et 3 fois plus de bandes passantes sur Postgre. C'est une base de données qui a vraiment été pensée pour être durable dans le temps et sur lequel on continue énormément d'innover. Dans Aurora, vous allez retrouver par exemple Aurora Serverless qui vous permet d'avoir une base de données relationnelle et serverless. C'est une base de données qui va être très sécurisée puisqu'on gère pour vous le chiffrement. Donc vous avez la possibilité de chiffrer au repos, de chiffrer en transit. Et c'est une base de données qui est complètement managée.
Elle est donc du coup complètement gérée par nous, donc vous n'avez pas à vous occuper des montées de version, du patch. Aussi, la fiabilité a été accrue puisque les données dans Aurora sont réparties 6 fois à raison de 2 fois par zone de disponibilité. En plus, vous avez la possibilité d'avoir du stockage sur S3, ce qui permet d'avoir du backup en continu de Aurora. Quels sont ceux qui ne connaissent pas le NoSQL ou très peu les bases de données non relationnelles? Voilà. Ah, il y a une. Ah, quand même. Merci. Je vois qu'il y a, enfin, pour tous les autres, je vois qu'on a beaucoup d'experts dans la salle, mais pour les quelques-uns qui ont osé lever la main, on va faire un petit rapide état des lieux des différences entre le SQL et le NoSQL, donc entre le relationnel et le non relationnel. Le SQL, comme je le disais, c'est les premières bases de données. Donc, ce sont les bases de données relationnelles qui ont été pensées et optimisées pour du stockage. Avec ça, on a un schéma qui est donc relationnel et normalisé, ce qui veut dire par là que vous avez une intégrité de schéma, et que cette intégrité de schéma vous empêche de faire certaines choses, mais aussi vous protège par rapport à certaines manipulations des données. Vous ne pouvez pas donc insérer des données ou faire des requêtes n'importe comment, dans n'importe quel sens. A contrario, on va avoir donc les bases de données NoSQL ou non relationnelles, qui sont, elles, été optimisées pour le calcul. Le but était justement de dénormaliser le schéma de données et de pouvoir avoir un schéma qui n'est plus du tout normé. Et donc on peut ainsi insérer des données facilement, ajouter une ligne avec 4 champs et ensuite une autre ligne avec 7 champs, et ces champs ne peuvent ne pas être les mêmes d'une ligne à l'autre. En plus, en termes de scalabilité, les bases de données relationnelles ont été pensées pour être scalables en augmentant simplement la taille de l'instance, en ajoutant par exemple dans le cas d'Aurora des read réplicas. Donc on peut ajouter jusqu'à 15 read réplicas, et donc ça permet de répartir la charge en lecture sur plusieurs autres nœuds. Et dans le cas du NoSQL, on va pouvoir donc avoir une augmentation horizontale. Ça veut dire qu'on va sharder, c'est-à-dire répertorier la donnée sur plusieurs nœuds et être en mesure du coup d'avoir une augmentation horizontale. Les bases de données relationnelles ont été pensées pour faire de l'OLAP, donc ça veut dire pour faire de l'analytique, là où les bases de données non relationnelles ont plutôt été pensées pour faire du transactionnel. Et pour faire cela, on a, nous, sorti DynamoDB. DynamoDB, c'est une base de données qui a été pensée pour le cloud et qui s'appuie sur toutes les forces du cloud. Donc elle permet vraiment une performance à l'échelle et une performance réellement accrue. C'est une base de données qui est complètement serverless, donc on va encore un cran au-dessus si on compare par exemple à RDS ou Aurora, au sens où vous n'avez même plus à vous soucier des serveurs qui sont sous-jacents. Vous copiez de la donnée, vous requêtez la donnée, vous payez en fonction de la requête que vous allez mettre ou de votre capacité de lecture et d'écriture, et c'est tout. Et naturellement, ce sont des bases sécuritaires. C'est quelque chose que je vais répéter tout au long de ma présentation, mais la sécurité est notre pilier numéro 1, notre job zéro. On pense tous nos services d'abord avec une réflexion sécuritaire, que cela soit en termes de chiffrage au repos ou en transit. En plus, c'est une base de données DynamoDB qui est complètement, qui peut être globalisée, qui peut donc être répartie sur plusieurs régions si vous le souhaitez. La structure, si on s'intéresse maintenant à la structure de données d'une base NoSQL de manière générale, mais là précisément dans le cas de DynamoDB. Donc dans DynamoDB, vous définissez des tables. À l'intérieur de ces tables, vous allez définir des entités. Et donc une entité, c'est finalement une ligne dans chacune de mes tables. Et dans chacune de mes entités, je vais définir des attributs. Et comme vous pouvez le voir, je peux avoir certaines lignes avec beaucoup d'attributs, d'autres lignes avec peu d'attributs. On voit bien ici que le schéma n'est pas normalisé et que donc il est possible d'avoir une entrée avec par exemple juste le nom de l'auteur et une deuxième entrée avec le nom de l'auteur, son âge et la liste des livres qu'il a écrites. Pour pouvoir lire et faire des requêtes sur cette table, vous allez définir une clé de partition. La clé de partition est très importante, elle est d'une part obligatoire, et d'autre part, c'est elle qui va permettre de répartir les données sur l'ensemble des nœuds sous-jacents à cette base DynamoDB. Donc même si c'est complètement serverless pour vous, donc vous n'allez pas vous occuper des serveurs sous-jacents, c'est malgré tout pas magique, il y a quand même en dessous des instances, et donc il est possible de pouvoir comme ça gérer pour vous la répartition de ces instances en s'appuyant sur la clé de partition. Et on a aussi une clé de tri qui permet d'augmenter les capacités de requêtage sur la table en pouvant requêter sur d'autres types de données. Donc on parle finalement de clés primaires et de clés secondaires entre la clé de partition et là où les clés de tri.
Et donc sur ces clés de tri, vous pouvez à tout moment faire des commandes, enfin des requêtes avec par exemple plus petit que, plus grand que, entre tel point, et ainsi de suite. Du coup, les schémas et les requêtes sur DynamoDB fonctionnent de la manière suivante. C'est une connexion qui est faite en HTTP. On définit différents index qui vont permettre de requêter certaines colonnes finalement de la table. Et par contre, si vous n'avez pas défini des index, vous avez besoin de requêter une information, vous êtes obligé de scanner toute la table, ce qui revient à lire l'entièreté de la table. L'avantage de définir des clés primaires, des index primaires et secondaires, c'est que du coup, vous allez pouvoir requêter uniquement certains champs particuliers de votre table sans avoir à lire tout. Et donc, vous améliorez du coup, et d'une part le coût, puisque vous n'avez pas besoin de tout lire, et d'autre part la performance, puisque vous allez directement à l'endroit qui vous intéresse le plus. DynamoDB est une... Donc là, je vous montre un petit exemple de requêtage dans DynamoDB en Boto 3. Donc le Boto 3, c'est du Python. Donc là, on voit que par exemple, on peut créer une table vote et ensuite faire des incréments dans cette table au fur et à mesure du vote avec un incrément par exemple à 1. Voilà, donc c'est un petit exemple très rapide pour montrer que on peut facilement requêter. Donc c'est du langage de programmation. Là, ici, c'est du Python qui est utilisé pour requêter DynamoDB. Comme on supporte plusieurs SDK, vous pouvez aussi le faire avec d'autres langages de programmation si vous le souhaitez. On innove toujours énormément dans DynamoDB, c'est vraiment une base qui a été inventée par Amazon et AWS et sur laquelle on a innové dès le début. Et on continue de le faire tout au long de l'année et sur les dernières années passées, avec la possibilité de pouvoir faire du on-demand par exemple. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de définir votre capacité de lecture et d'écriture. Vous pouvez dire je paye à la requête et puis c'est tout. On peut entre autres faire d'autres choses comme par exemple du point-in-time recovery qui permet de par exemple restaurer une table DynamoDB à un endroit du temps. Par exemple, je veux la restaurer au 14 avril à 14h32. Et on s'occupe pour autant toujours de la sauvegarde, c'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons de backuper la solution, de s'assurer que les données ne sont pas perdues, de vous permettre de toujours les requêter. C'est la grande force du serverless. Mais les clients qui utilisent aussi des bases de type NoSQL utilisent aussi des bases de type document. Et l'une des bases documents les plus connues, c'est MongoDB. Et les clients qui utilisent MongoDB sur AWS, donc qui le font par eux-mêmes sur EC2 ou qui le font de manière générale, nous ont remonté des difficultés par rapport à la mise à l'échelle, donc la scalabilité d'une base MongoDB, et aussi la disponibilité d'une base MongoDB. Et pour répondre à ces challenges, à ces défis, nous avons proposé les solutions suivantes. D'une part, être en mesure de pouvoir découpler le calcul du stockage. Donc, on va séparer la capacité de calcul de la capacité de stockage. Aujourd'hui, sur une base MongoDB, si vous avez besoin de plus de stockage, vous allez rajouter des nœuds, ce qui revient à ajouter aussi du compute, alors que votre but est juste d'ajouter du stockage. On va aussi avoir distribué les données sur des plus petits morceaux, sur des plus petits slots, ce qui va permettre une meilleure agilité de l'information et de pouvoir répartir la donnée de manière plus répartie, tout simplement. Et on va aussi pouvoir augmenter la réplication. On va donc permettre d'augmenter la fiabilité de la base ici en répartissant la donnée sur les 3 zones de disponibilité à raison de 2 fois par zone de disponibilité. Donc chaque donnée va être répliquée 6 fois, ce qui peut nous permettre ainsi de perdre une zone de disponibilité et un bloc de stockage. Et pour ce faire, on a donc sorti DocumentDB. DocumentDB, c'est une base qui est vraiment très rapide. Elle supporte jusqu'à 10 millions de requêtes par seconde. On a une montée à l'échelle qui est très rapide, que cela soit en lecture ou en écriture. Pour la partie lecture, vous pouvez donc mettre des read réplicas qui vont être au maximum nombre de 15, qui vont permettre de répartir la charge de lecture sur plusieurs nœuds et d'avoir un seul nœud d'écriture pour écrire dans la donnée. En plus, lorsque vous faites des read réplicas, lorsque vous utilisez DocumentDB, si d'aventure le nœud qui était en écriture tombe, un réplica est tout de suite promu master et donc devient à nouveau le nouveau master. Et cela se fait avec une bascule rapide de moins de 30 secondes. C'est une base qui est complètement managée pour vous, donc vous n'avez pas à vous occuper des montées de version, de la gestion des serveurs, du patching, c'est des choses qu'on fait pour vous. Et surtout, c'est une base qui est 100% compatible avec MongoDB 3.6. Ce qui fait que si vous faites déjà aujourd'hui du MongoDB, vous pouvez continuer de le faire en utilisant DocumentDB et profiter de tous les avantages d'une base qui a été pensée pour le cloud, mais sans avoir à modifier les codes que vous aviez jusqu'à maintenant.
L'utilisation de MongoDB se fait donc sur une base de données sur des données de type document, donc ce sont des fichiers JSON qui vont être insérés, et donc on va avoir un langage de requêtage qui va permettre de requêter les données présentes dans les documents. Ce qui est très intéressant avec les documents, c'est que finalement la façon d'écrire un JSON correspond assez bien à la façon dont le cerveau humain fonctionne et réfléchit pour stocker la donnée. Et donc si on associe à ça un système de requêtage et d'agrégation associé, on peut donc avoir comme ça un schéma qu'on dit semi-structuré, au sens où il a une certaine structure, mais pas complètement fixe, au sens d'une base de données relationnelle. Et donc là, vous voyez un petit exemple de document JSON que l'on peut insérer dans une base MongoDB. Si maintenant vous êtes intéressé plutôt par faire des requêtes en mémoire, on va donc avoir pour cela une base ELA de type Elasticache. Donc Elasticache est un service que AWS qui supporte donc les moteurs Redis ou Memcache qui vont vous permettre de créer des bases de données en mémoire très performantes. En effet, vous allez pouvoir, grâce à cela, avoir des bases de données en mémoire et donc d'avoir des requêtes à la milliseconde, voire à la microseconde, et donc d'être en mesure de rapidement et facilement gérer vos données directement en mémoire. Et tout cela à chaque fois sans mettre de côté la sécurité ni la fiabilité, et en assurant une mise à l'échelle très rapide par l'ajout de nouveaux nœuds au cluster Memcache ou au cluster Redis. Comme je le disais, on supporte deux moteurs, donc le moteur Redis et le moteur Memcache. Le moteur Redis est un moteur qui est basé sur le protocole RESP qui est en TCP et qui permet d'avoir un grand nombre de commandes possibles sur le moteur. Il est donc facilement possible de faire des listes, de faire des hashes, d'ajouter, de retirer, de trier aussi ou de faire des ensembles triés. On a comme ça une grande variété de commandes qui permettent de correspondre à beaucoup d'usages différents qui sont très appréciés des développeurs. On a aussi des fonctionnalités de pub-sub et à chaque fois, on est présent, sur des requêtes qui ont été faites en mémoire. En plus, on peut facilement, via Elasticache, rajouter des nœuds au cluster et créer un cluster plus gros en rajoutant des nœuds et en assurant le quorum entre les différents nœuds. On a aussi le support de Memcache. Avec Memcache, vous allez donc pouvoir, donc là on retrouve plutôt le cache qui est un peu plus ancien que Redis, qui est donc sorti avant Redis, et qui lui est basé sur surtout aussi du TCP avec des protocoles texte et binaire. On a un nombre beaucoup plus resserré de commandes possibles, on est plutôt sur du LAD, du supprime ou encore du replace. Donc on est sur un ensemble qui est très moins demandé, enfin qui est très plus petit, pardon. Et du coup, on a aussi un partitionnement qui permet de s'appuyer principalement sur un sharding beaucoup plus classique où on peut comme ça rajouter des nœuds les uns à la suite des autres. Et dans le cas, par exemple, d'Elasticache, on peut facilement rajouter des nœuds les uns après les autres. Si on s'intéresse maintenant aux bases de données graphes et à la genèse des bases de données graphes, c'est que finalement dans les usages, on a aussi des nouveaux usages qui apparaissent. Et en l'occurrence, la possibilité de générer des nouvelles applications qui sont basées non plus sur des données brutes d'une certaine façon, mais plutôt sur des relations. Par exemple, l'exemple le plus classique, ça va être celui des réseaux sociaux, où on va avoir Patrick qui connaît Laetitia, Laetitia qui aime les chevaux, Patrick qui aime le cinéma. Donc on peut comme ça se demander quelles sont les personnes que Laetitia connaît qui aiment les chevaux pour pouvoir, pourquoi pas, lui faire de la recommandation et donc lui proposer des choses. On peut aussi faire ici dans une recommandation, dans des systèmes de recommandation au restaurant, en sachant que Patrick aime aller dans les restaurants de sushi, que Patricia est une amie de Patrick, alors peut-être que Patricia aimera les donner aussi les restaurants de sushi. Et donc on peut comme ça proposer des choses, mais c'est aussi intéressant les graphes dans tout ce qui va être détection de fraude, puisque là, on va être en mesure de pouvoir détecter des patterns en comprenant les relations entre les différentes entités. Donc ça se porte aussi pour les personnes, mais pas que. Et on s'aperçoit que finalement, il y a un énorme ensemble de domaines qui sont utiles pour les bases de données graphes, et qui sont donc le domaine des réseaux sociaux dont on a vu, les recommandations, aussi les graphes de connaissances, le fait d'être en mesure de pouvoir comme ça matérialiser et schématiser la connaissance des différents points, et aussi, pourquoi pas, dans le domaine des réseaux informatiques, donc le fait de pouvoir traverser un graphe, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que finalement, les bases de données relationnelles ne correspondent pas véritablement à ce point-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il est impossible d'y arriver avec une base de données relationnelle, mais que ça n'a pas été pensé pour cela. On
revient encore à cette idée de un outil, pas d'outil universel, mais plutôt un outil pour chaque tâche et pour chaque point. Et là, on voit qu'une base de données graph correspond beaucoup mieux pour gérer ce point-là. Et c'est pourquoi nous avons sorti AWS Neptune, qui vous permet donc d'avoir une base de données graph, qui a vraiment été pensée pour cela, qui est entièrement managée, qui est une base de données rapide, puisqu'on va supporter des milliards de connexions à l'intérieur de la base, qui est complètement fiable, puisque, à l'image de ce qu'on a pu voir ici, les données vont être répliquées 6 fois sur 3 zones de disponibilité différentes, et qui est très simple d'utilisation. On peut rapidement requêter une base en faisant du Gremlin ou du SparkQL, et c'est une base de données qui supporte des protocoles ouverts et open source, tels que ceux proposés par le W3C RDF, ou encore par Apache Tinkerpop. Et d'ailleurs, en parlant de ces deux points-là, dans DocumentDB, dans Neptune, on va avoir du coup deux types de schémas possibles. Donc des schémas qui sont soit ceux supportés par Apache Tinkerpop, ou soit les schémas qui sont proposés par le W3 standard, qui vont être dans le premier cas être requêtés via du Gremlin, et dans le deuxième cas requêtés via des requêtes en SparkQL. Donc vous avez deux protocoles qui sont ouverts et open source pour vous permettre de gérer vos graphes à l'intérieur de AWS. Si on regarde légèrement dans le détail de manière très haut niveau, on voit qu'en fait on a Amazon Neptune qui va s'appuyer donc sur l'infrastructure AWS, donc plusieurs zones de disponibilité. On va aussi avoir des read replicas, donc ce qui permet de répartir la charge de lecture sur plusieurs nœuds et donc de vous permettre de supporter un grand ensemble de requêtes. Et on va aussi avoir du coup naturellement la sécurité, donc le chiffrement au repos comme au transit. Ensuite on va avoir le moteur Neptune qui va communiquer avec S3 pour stocker au fur et à mesure du temps les fichiers de transaction, ce qui permettra d'être rejoué par la suite, et aussi pour pouvoir gérer tous les aspects backup de la base qui vont pouvoir être faits au fur et à mesure du temps. Au-dessus de ça, on va pouvoir gérer tous les cas d'usage dont on a parlé, que ce soit les réseaux sociaux, les moteurs de recommandation, et ainsi de suite. Si on regarde un tout petit peu comment est fait le code d'une base de données, comment dirais-je, une base de données graph, et donc comment on requête cette base de données. Là, j'ai montré l'exemple avec Gremlin. Dans le cas de Gremlin, donc, on va faire une première entrée où du coup, on va ajouter une personne, et cette personne, on lui donne le nom Abbas. On va donc aussi lui donner des propriétés, donc on dit qu'elle est célibataire et qu'elle a 27 ans. Dans mon cas, ça correspond à 2-3 ans près. Et ensuite, on va pouvoir ajouter une deuxième entrée avec, qui va s'appeler par exemple Marcus, et on va définir la relation que l'on y a entre Marcus et Abbas. En l'occurrence, on va dire que Abbas, donc qui va être représenté par le G.V1, connaît Marcus, qui est lui représenté par le G.V2. Et on va pouvoir mettre un poids associé pour mettre la force sur le fait que nous nous connaissons ou pas. On peut se connaître faiblement, être des collègues, des amis. Et donc il y a moyen aussi de modéliser ce point-là. Et ensuite, on va pouvoir ajouter une information sur tous les points V, donc ici, pour dire que ce sont des personnes. Et derrière, on va être en mesure de requêter toutes les personnes que Abbas connaît, et donc de parcourir comme ça l'ensemble du graphe et de remonter toutes les infos que j'ai mis grâce au graphe que j'ai géré. Donc on voit que si on était sur une base de données relationnelle classique, on n'aurait pas pu arriver au même résultat et donc facilement pouvoir repérer toutes ces relations. Il y a d'autres types de bases de données. Il y a aussi le fait que, par exemple, on a besoin de remonter des données, mais liées au temps. Et pour cela, on a sorti TimeStream. TimeStream est une base de données de type time series qui va permettre donc du coup de pouvoir stocker des données, mais avec une variable très importante qui est celle du temps. Quand on fait des time series, on a vraiment besoin de pouvoir dire pour chaque entrée, donc imaginez le cas de l'IoT, et donc d'un capteur IoT qui va remonter des données toutes les 5 minutes, et bien toutes les 5 minutes, on veut mettre une entrée dans la base. Et après, on veut être en mesure de pouvoir requêter ces données et de pouvoir derrière remonter des informations associées à ces données. Une base de données relationnelle peut arriver à faire ce point-là, donc encore une fois, c'est possible, mais avec une base de données qui a vraiment été optimisée et pensée pour faire du time series, on a des performances qui sont beaucoup plus accrues. Et ici, on a 1000 fois plus de rapidité que sur une base de données relationnelle pour 1/10 du coût.
On peut donc supporter des milliards d'événements et donc d'avoir un moteur de traitement qui va pouvoir par exemple faire des agrégats, des calculs mathématiques et de remonter les informations sur base de ces agrégats ou calculs mathématiques. Et en plus, c'est une base de données serverless, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout à vous occuper de l'infrastructure sous-jacente, vous n'avez qu'à vous focaliser sur votre business et en l'occurrence sur coder la base et pas gérer l'infrastructure pour cela. Ce qui veut dire aussi que vous n'avez pas à vous occuper de la, comment dirais-je, du coût de cette base, c'est-à-dire que lorsque vous n'utilisez pas, eh bien vous ne payez pas pour les ressources que vous n'utilisez pas. D'autres types de bases de données permettent aussi, alors le point que je voulais te préciser sur les time series, c'est que c'était en preview, et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à la preview. On a d'autres types de bases de données, donc on a des bases de données de type Ledger. Quel est le use case ou le cas d'usage associé? En fait, beaucoup d'utilisateurs ont besoin de pouvoir stocker des informations dans une base de données et d'assurer qu'elles sont immuables. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas modifier ces données et que vous avez des capacités d'audit qui assurent que vous n'avez pas modifié la base ou que si elle a été modifiée, vous êtes capable de l'auditer, donc de vous en apercevoir. Le ledger est déjà très connu par toutes les personnes qui font du blockchain aujourd'hui, et donc on est sur des ledgers qui sont répartis et distribués. L'information va donc être répartie entre différents nœuds, mais ici, dans le cas que nous vous proposons, on a un ledger qui va être centralisé. On permet donc à chacun d'entre vous de pouvoir être cette entité de confiance et donc d'être en mesure de centraliser. Donc on a une version plus centralisée du ledger qui permet du coup de vous assurer qu'à chaque fois que vous allez mettre une entrée dans cette base, on va donc avoir un journal qui va noter toutes les modifications, et quand j'ai toutes les modifications, j'entends toutes, que cela soit un ajout, une mise à jour ou une suppression de données, à chaque fois on va voir cette donnée a été supprimée, cette donnée a été mise à jour et ainsi de suite. Et on a un moyen cryptographique en AES 256 de pouvoir faire un hash sur chacune des transactions qui ont été faites sur la base, et donc vous, dans le cadre de vos audits, d'être en mesure de pouvoir revérifier ces hashes, et donc du coup de comparer entre le hash que vous obtenez contre le hash que la base de données va vous renvoyer. Ce sont aussi des bases de données qui sont scalables et très performantes, puisque du coup, on va être jusqu'à 2-3 fois plus performant, et on pourra gérer 2-3 fois plus de transactions que si on avait été sur une base Ledger distribuée. Et en plus, les bases Ledger, donc dans notre cas ici, Quantum Ledger Database, donc pour QLDB, offrent aussi la possibilité d'être très simple d'utilisation, puisqu'on va requêter avec du SQL, on va dire, classique. Cette base est aussi en preview, donc vous pouvez vous inscrire sur la preview si vous le souhaitez pour pouvoir tester les solutions. L'autre point que je voulais te préciser, c'est que naturellement, d'un point de vue sécurité, en plus du côté cryptographique pour assurer le hash des données, on est aussi en mesure de pouvoir comment dirais-je, on est aussi en mesure de pouvoir assurer le chiffrement des données au repos comme en transit. Donc j'imagine maintenant que vous n'avez qu'une envie, c'est de migrer les données, vos bases de données vers AWS. J'espère que vous allez réussir à attendre la fin de la session pour faire cette migration. Et pour vous y aider, on a donc sorti un service qui s'appelle DMS, pour Data Migration Service, qui va donc vous faciliter le travail de la migration. Data Migration Service permet de migrer une base de données on-premise vers le cloud, mais aussi dans l'autre sens. L'avantage de AWS, c'est qu'il fonctionne dans les deux sens. Et on peut migrer un même moteur vers un autre, par exemple de MySQL dans le cloud, dans on-premise vers du MySQL dans le cloud. On peut aussi faire du MySQL dans le cloud vers du MySQL dans le cloud, si vous le souhaitez. Et on peut aussi migrer d'un moteur à l'autre. Imaginons que vous voulez sortir d'Oracle et que vous souhaitez partir sur un autre type de base de données, vous pouvez faire une migration de Oracle vers, par exemple, PostgreSQL et pourquoi pas sur Aurora. Et on va gérer pour vous, on va vous aider à faire cette migration. DMS est vraiment un service qui fonctionne très bien et qui aujourd'hui, on a plus de 100 000 bases de données qui ont été migrées grâce à DMS. On a aussi à l'intérieur de DMS Schema Conversion Tool, donc SCT, qui va vous permettre de convertir le schéma, par exemple une base de données relationnelle, vers une base de données non relationnelle. Comment ça marche ? Eh bien, d'un côté, vous avez votre base de données qui va être on-premise ou dans le cloud, mais avec un autre moteur. Ici, par exemple, on voit, si je reste sur mon exemple, Oracle vers Postgre, que je prends complètement au pif. Vous pouvez donc, du coup, ce qui va se passer, c'est donc quand vous allez lancer DMS, on va créer pour vous une instance de migration. Cette instance de migration va donc vous permettre de se connecter à votre base de données source.
et récupérer les données à partir de la base de données source. Au début, on va avoir un bulk qui va être envoyé et qui va ensuite être copié sur la base de données destination. Et après, on va transférer les données au fur et à mesure, au fil de l'eau, sur la base de données destination. Une fois que la base de données destination est complète, vous pouvez rester dans cet état. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle du CDC pour de Chain Data Capture qui va permettre de copier les données au fil de l'eau de la base source vers la base destination autant de temps que vous le souhaitez. Et une fois que vous êtes content là-dessus, vous pouvez donc vous dire « Ok, la base est bonne, je peux donc maintenant faire la migration et donc migrer complètement vers ma nouvelle base et donc Aurora dans le cloud. Et donc j'ai vérifié que mes applicatifs qui utilisent cette base et mes utilisateurs sont contents et donc j'ai pu faire cette migration. » Donc maintenant, vous allez me dire, ok, on est très content, on est vraiment très intéressé pour migrer, et j'ai hâte de pouvoir finir cette session pour ensuite migrer vite vers le cloud AWS, mais est-ce que je suis le seul à pouvoir le faire ? Eh bien non, vous vous en doutez, vous n'êtes pas les premiers et nombreux sont les clients à le faire. On pense par exemple au Boncoin qui utilise aujourd'hui AWS pour toutes ses bases de données Analytics dans AWS et ils sont par exemple utilisateurs de Redshift, mais aussi Amazon qui a migré d'ailleurs la semaine dernière la dernière base Oracle de production vers AWS. Donc aujourd'hui on n'a plus d'Oracle en production côté Amazon. Et par exemple, Amazon est aussi un gros utilisateur de DynamoDB. Par exemple, si on pense au Prime Day qui ont lieu lors des soldes, donc le Prime Day, ce sont les soldes privés qui ont été faits sur Amazon. Et lors de ces Prime Day, on a beaucoup de connexions, parce que c'est un seul jour partout dans le monde au même moment. Et DynamoDB, donc, qui est utilisé par Amazon, va recevoir, dans le cas du Prime Day, où on a reçu des pics jusqu'à 13 millions de requêtes par seconde. Il y a aussi Snapchat qui utilise DynamoDB et qui a fait des requêtes jusqu'à 14 millions de requêtes par seconde. Donc quand on dit que ce sont des bases qui peuvent supporter la charge et être réellement capables de vous accompagner dans vos difficultés ou dans vos challenges, défis autour de la charge de données, des bases de données comme DynamoDB sont vraiment utiles. Mais il y a plein d'autres clients qui le font. Si je prends d'autres, par exemple, pour n'en citer qu'un, Samsung, qui lorsqu'il a migré de Cassandra à DynamoDB, a pu faire une économie de 70% lorsqu'il a fait cette migration. Donc il y a l'aspect aussi intéressant au niveau performance et au niveau technique, mais il y a aussi l'aspect coût. On cherche à chaque fois à présenter des outils et des services qui sont le plus efficients du point de vue coût. Nombreux sont les clients qui le font et les clients entreprises sont très intéressés par les bases de données sur AWS. On peut citer, donc je dois citer quelques noms, mais on peut parler de Adobe, on peut parler de McDonald's, pour citer les plus connus, Nike, Sharp et bien d'autres, ou Vodafone, qui vont utiliser les bases de données sur AWS, qui montrent bien qu'il n'y a pas de vertical qui est dédié au cloud, mais que tout est valable pour le cloud, et que surtout on aide et qu'on accompagne de nombreux clients à migrer vers le cloud et à utiliser les bases de données qui sont proposées dans le cloud. On a aussi des clients start-up. Et donc l'avantage pour les start-up, c'est que cela leur permet d'avoir au même coût et au même service des bases de données de type production qui vont aussi pouvoir du coup proposer des services avec le même niveau d'exigence que qu'ont les entreprises au coût le plus faible possible. Et donc on peut citer du coup des startups très connues telles que Pinterest, Reddit, encore je pense à Lookout par exemple, ou encore Airbnb qui sont très connus et qui utilisent les bases de données sur AWS et qui ont les mêmes exigences que celles que pourraient avoir les entreprises au niveau de leur base de données, de la fiabilité de la base de données, de la performance de la base de données. Pour aller un peu plus loin, si vous avez envie d'en savoir plus, nous avons sur notre site web, donc sur https://aws.amazon.com/fr/product/database. Vous avez donc comme ça la possibilité d'aller plus loin et d'aller plus en amont.
On a aussi une solution, donc TimeStream, dont j'ai parlé, donc sur la gestion des time series, qui est présente en preview. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la preview si vous le souhaitez. Et il en va de même pour QLDB, donc pour Quantum Ledger Database. Donc si vous êtes intéressé pour avoir des bases de données immuables et performantes dans le cloud, vous pouvez aussi tester la preview en vous y inscrivant. Et d'ailleurs, il y a une autre session autour des bases de données qui a lieu aussi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un focus plus important sur la partie QLDB. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis là.